Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous commençons à analyser, après les pathologies de la représentation, les pathologies de la souveraineté, sous leurs deux formes, qui sont la démocratie minimale et la démocratie immédiate. Pour situer le champ de ces pathologies de la souveraineté, il faut repartir très rapidement de l'équivoque de la notion de gouvernement représentatif, qui oscille, je le rappelle, entre la vision d'un substitut technique à une démocratie directe pratiquement impossible dans des grands États et celle d'une forme politique originale qui constitue, elle, un substitut, une redéfinition ou même une contradiction avec l'idée de la démocratie rousseauiste. D'où les deux pathologies en la matière, celle d'une résolution d'abord de l'aporie par l'idée d'une démocratie immédiate qui pourrait définir les conditions de possibilité d'une démocratie directe dans le monde moderne. Nous l'examinerons la semaine prochaine. C'est une pathologie, elle, de l'accomplissement. Mais de l'autre côté, il y a la pathologie d'une démocratie minimale qui unifie les deux éléments de la détermination. Et c'est elle que nous allons analyser dans les deux séances qui suivent. Nous allons mener et mêler pour cela une approche historique et théorique pour l'analyser en suivant le fil qui a conduit des premières formes d'expression de cette démocratie minimale, qui est ce que j'appelle le modèle madisonien, en référence au père fondateur américain, aux théories toutes contemporaines de la démocratie minimale. Il s'agit là donc non pas d'une pathologie de l'accomplissement, mais au contraire d'une pathologie de la canalisation de l'idée démocratique. Commençons donc par le modèle madisonien. Les pères fondateurs américains ont explicitement et fermement défini la République américaine comme une forme de gouvernement représentatif qu'ils entendaient opposer radicalement à l'idée démocratique en son principe, et donc pas seulement pour des raisons pratiques tenant à la taille des républiques concernées. La distinction entre les républiques de l'Antiquité et les républiques nouvelles à édifier ne tenait donc pas, pour les auteurs du fédéraliste, à cet élément technique, comme le disaient surtout et souvent ceux qui entretenaient l'ambiguïté sur la nature du système représentatif moderne. La vraie distinction entre les gouvernements anciens et le gouvernement américain, disaient ces pères fondateurs, qui s'exprimaient dans le fédéraliste, d'où leur nom de fédéraliste, c'est l'exclusion totale du peuple en sa capacité collective de toute participation au gouvernement. Alors que dans les démocraties anciennes, à l'inverse, c'était l'exclusion totale des représentants du peuple de l'administration. Le principe représentatif n'avait en effet pas seulement pour eux une fonction d'ordre procédural. Il jouait plus encore le rôle d'un opérateur sociologique. L'effet de la représentation, souligné dans cette direction Madison dans le célèbre fédéraliste article 10, est, je le cite, d'épurer et d'élargir l'esprit public en le faisant passer par l'intermédiaire d'un corps choisi de citoyens dont la sagesse est le mieux à même de discerner le véritable intérêt du pays et dont le patriotisme et l'amour de la justice seront les moins susceptibles de sacrifier cet intérêt à des considérations éphémères et partiales. Dans un thème système, poursuivait-il, il peut fort bien se produire que la volonté publique formulée par les représentants du peuple s'accorde mieux avec le bien public que si elle était formulée par le peuple lui-même, rassemblé à cet effet. Le propre de la représentation était ainsi à leurs yeux de produire un effet de sélection, un effet de distinction, ayant pour conséquence de faire accéder au pouvoir des hommes plus capables que la masse des électeurs de discerner l'intérêt général. Il était, pour résumer les choses, de faire émerger une aristocratie naturelle, mot qui appartient à leur langage. Une aristocratie fort différente, certes, des aristocraties traditionnelles, en ce sens qu'elle n'était pas destinée à se reproduire et qu'elle ne constituait pas un corps. Elle était seulement un regroupement temporaire d'individus qualifiés par leur stricte qualité personnelle. Mais aristocratie tout de même, dans le sens où c'était un ensemble dont on considérait
qu'il possédait des qualités spécifiques qui le constituaient en un groupe doté de responsabilités, voire de droits eux-mêmes spécifiques. Lors des conventions de ratification du projet de constitution élaboré à Philadelphie en 1787, cette appréhension de la nature du système représentatif avait été au centre des débats. Ceux qui s'opposaient sur de nombreux points à Madison, Hamilton et à leurs proches, qui étaient qualifiés pour cela d'antifédéralistes, ne repoussaient pas en soi la notion de distinction représentative au sens le plus élémentaire, disons le sens moral et intellectuel du terme. Mais ils entendaient aussi le sens de représentation dans son sens littéral. Ils souhaitaient que les circonscriptions électorales, par exemple, ne soient pas d'une trop grande taille, afin que la proximité physique des électeurs aux futurs élus conduise à faire nommer des personnes à l'image de leurs commettants, tandis que les fédéralistes plaidaient, à l'inverse, pour de larges circonscriptions, estimant que celles-ci favoriseraient l'élection de plus fortes personnalités. Le terme de démocratie, lui, n'effrayait pas les antifédéralistes, qui avaient une vision plus spontanément communautaire, dirait-on, du politique. Parfois, c'était une vision de sudiste un peu nostalgique d'un ordre patriarcal, mais c'était aussi la vision plus populaire d'artisans, de commerçants et de paysans, tout simplement désireux de prendre plus directement en main la gestion de leurs propres affaires. Les fédéralistes avaient ainsi violemment critiqué l'État du Rhode Island, qui avait décidé, lui, contrairement aux autres, de soumettre à la ratification directe des électeurs le projet de constitution. Et les pères fédéraux avaient accusé cet État d'avoir conduit, je cite, de façon aveugle, d'être mené par l'esprit de la multitude. Et ils estimaient avec mépris que l'État de Rhode Island avait ainsi donné l'image d'une populace tout à fait vile. Et il s'en était plus largement pris à tous ceux qui estimaient qu'une démocratie, comprise au sens strict du gouvernement direct, aurait été désirable s'il avait été techniquement possible de le mettre en œuvre. Et il répondait à cela, les anciennes démocraties, ne l'oubliez pas, dans lesquelles les peuples faisaient directement ses affaires et délibéraient, n'ont jamais possédé les qualités d'un bon gouvernement. Leur véritable caractère était celui de la tyrannie. Leur figure était déformée, et quand ils étaient rassemblés, le champ des débats présentait l'équivalent d'une foule ingouvernable, qui n'était pas simplement incapable de délibération, mais qui était préparée à accepter toutes les énormités. Et pendant toute cette période, Hamilton et Madison n'ont cessé de stigmatiser les vices de la démocratie, ses excès, ses imprudences, ses folies, ses turbulences, son esprit de nivellement. Le terme faisait pour eux office de repoussoir absolu. C'est donc dans une opposition aussi décidée qu'argumentée à une souveraineté populaire active qu'ils ont conçu la formation de la République américaine. Il s'agissait pour eux de faire du gouvernement représentatif l'équivalent d'une aristocratie élective. Dans le langage d'aujourd'hui, on parlerait de démocratie oligarchique. C'est d'ailleurs pour couper court à tout équivoque qu'ils repoussèrent fermement la dénomination de démocratie représentative pour qualifier le régime américain. Ils ont bien de cette façon levé l'équivoque natif de la politique moderne, mais ils ont réduit son indétermination au prix de ce choix aristocratique. Quelle est la situation de ce modèle dans l'histoire française? Il ne serait pas difficile de citer les formulations de Sieyès, de Barnave ou de Roederer, les principaux inspirateurs de la Constitution de 1791, qui font pendant à Madison et Hamilton, qui étaient peut-être un peu moins virulents. Sieyès disait, par exemple, « C'est pour l'utilité commune que les citoyens nomment des représentants bien plus capables qu'eux-mêmes de connaître l'intérêt général et d'interpréter à cet égard leur propre volonté. » Et il poursuivait, « La très grande pluralité de nos concitoyens n'a ni assez d'instruction ni assez de loisirs pour vouloir s'occuper directement des lois qui doivent gouverner la France. » On trouve également chez Barnave des formules du type « Un des effets du système représentatif dans l'ordre politique est de mettre chaque fonction dans les mains d'experts. » Et il poursuivait « Le peuple est certes souverain, mais dans le gouvernement représentatif, ses représentants sont ses tuteurs. Ces représentants peuvent seuls agir pour lui parce que son propre intérêt est presque toujours attaché à des vérités politiques dont il ne peut avoir la connaissance nette et profonde. » Et une des figures de l'Assemblée constituante, Clermont-Tonnerre,
pourra conclure dans le même esprit: c'est peut-être la plus ingénieuse invention politique que celle d'avoir déclaré souveraine une nation en lui interdisant tout usage de sa souveraineté. Voilà l'effet de l'adoption d'une constitution représentative. En même temps qu'ils célébraient comme Madison l'innovation politique que constitue à leurs yeux le système représentatif, le mot invention est alors employé en permanence des deux côtés de l'Atlantique. Les constituants français repoussaient également fermement le terme de démocratie pour qualifier le régime à construire. La France n'est point, la France ne peut pas être une démocratie, répétée à leur volonté sieyès. Tandis que Barnave soulignait que la confusion entre les deux notions était l'erreur fondamentale de ceux qui critiquaient le projet de 1791. Mais, et c'est cela l'important, les motifs de cette dénégation n'étaient pas les mêmes qu'aux États-Unis. L'argument technique de la taille des populations était d'abord beaucoup plus prégnant. N'oublions pas que la France était alors 10 fois plus peuplée que l'Amérique. La perspective d'une gestion démocratique du pays se liait en conséquence à l'image obligatoire d'une segmentation en une multitude d'unités de petite dimension, perspective d'un hyperfédéralisme, disons, qui était viscéralement rejeté par ceux qui ne cessaient de célébrer la nation comme un grand tout et qui ne souhaitaient en aucune façon que la révolution rime avec une diminution de la puissance et de l'unité du pays. D'un autre côté, l'opération représentative n'était pas aussi fortement appréhendée que chez les pères fondateurs dans sa fonction sociologique. Pour un Sieyès, le mécanisme représentatif dans l'ordre politique était inscrit dans une vision beaucoup plus large du développement du principe de la division du travail. Les travaux politiques, l'expression est de lui, n'étant qu'une activité sociale parmi d'autres. Sieyès concevait de la sorte la société moderne comme étant vouée à se développer sous les espèces de ce qu'il appelait un ordre représentatif généralisé, dans lequel chacun limiterait son activité à des tâches bien précises, acceptant de confier à d'autres celles pour lesquelles il ne possédait pas de savoir-faire particulier. Tout est représentation dans l'ordre social, dira-t-il en ce sens. La représentation se trouve partout, dans l'ordre privé comme dans l'ordre public. Elle est la mère de l'industrie productive et commerciale, comme celle des progrès libéraux et politiques. Je dis plus, la représentation se confond même avec l'essence de la vie sociale. Il est constant, poursuivait-il, que se faire représenter dans le plus de choses possible, c'est accroître sa liberté, comme c'est la diminuer que d'accumuler des représentations diverses sur les mêmes personnes. Et l'intérêt commun, l'amélioration de l'état social, nous crie donc de faire, poursuivait-il, du gouvernement une profession particulière. C'est donc une vision beaucoup plus élargie que celle du simple opérateur sociologique qu'on trouvait chez les Américains. Mais deux autres facteurs ont aussi contribué à distinguer le sens donné à l'instauration d'un système représentatif en France. L'absence de candidature organisée, j'en ai déjà dit un mot, aux élections d'une part, et le système du vote à 2 degrés surtout, d'autre part. L'absence de candidature organisée, qui sera maintenue pendant toute la période révolutionnaire, participait d'une philosophie spécifique de l'élection. Elle traduisait d'abord une aversion de principe pour tout ce qui pouvait paraître menacer l'idée d'égalité, car le fait de briguer les suffrages d'autrui était assimilé à une prétention personnelle à la qualification, à une certaine manière de s'afficher comme supérieur, à manifester une ambition suspecte. On subodorait en un mot des relents aristocratiques dans la distinction qu'impliquait mécaniquement une candidature. Mais l'interdiction des candidatures renvoyait aussi à une philosophie d'élection. On craignait que l'organisation ouverte d'une compétition lui donne le sens d'un arbitrage rendu par le peuple entre des programmes concurrents ou d'organiser des rivalités personnelles. Or, ce n'était pas ce qu'on attendait de l'élection. On la concevait avant tout comme un procédé de détection des individus les plus dignes, les plus vertueux, les plus capables de participer encore à l'expression de la volonté nationale. Elle n'impliquait donc aucun débat contradictoire, aucun choix d'ordre politique, au sens que nous entendons banalement aujourd'hui. Le sens de l'élection était ainsi limité à son sens le plus originel, celui du choix d'une personne avec la consonance théologique de choix inspiré qu'il y a dans le terme latin d'électio.
l'absence de candidature organisée désamorçait ainsi en quelque sorte la dimension potentiellement aristocratique de l'opération représentative et elle déplaçait la perception du mécanisme de distinction qui est à l'œuvre dans l'élection. Le système du vote à plusieurs degrés, de son côté, avait été utilisé spontanément pour organiser la désignation des délégués aux États généraux. Considéré comme étant d'ordre technique et accepté sans donner lieu à discussion au moment de la préparation de la première constitution révolutionnaire, 1791, la procédure n'en était pas moins profondément équivoque. Beaucoup voyaient en effet dans le système des 2 degrés un moyen d'éviter la tenue de ce qu'on appelait à l'époque les élections tumultuaires, de canaliser et d'épurer la volonté populaire en quelque sorte. C'est donc le sens même du droit de vote qui se trouvait, mais insidieusement, redéfini. Comparant la France et l'Angleterre, certains avaient par exemple souligné que l'élection directe des représentants outre-Manche s'accompagnait en même temps de la restriction du droit de vote au seul propriétaire. Et les dimensions techniques, sociologiques et politiques, disons, du système à 2 degrés étaient mêlées dans beaucoup d'esprits. D'où l'équivoque qui n'a jamais été élevé pendant cette période sur le sens du droit de suffrage. L'adoption spontanée, disons, du suffrage à 2 degrés permettait de ne pas aborder au fond la nature véritable du vote dans les assemblées primaires, celle du 1er degré. Le langage était en outre lui-même très ambigu. Le terme d'électeur était ainsi réservé aux seuls électeurs du 2e degré. Il n'y avait pas de mot pour qualifier les votants dans les assemblées primaires. Il n'existait que désignés par un statut. C'étaient les citoyens actifs ou les membres des assemblées primaires, comme s'il n'y avait pas lieu de les appréhender à partir de l'opération à laquelle ils procédaient en désignant des électeurs de 2e degré. Et l'expression droit de suffrage était d'ailleurs elle-même très peu employée pendant la Révolution. Le concept clé était celui de citoyenneté, mais la citoyenneté définissait un statut social. Elle indiquait l'appartenance à une communauté, traduisait une relation d'égalité, mais ne déterminait pas la nature de l'opération électorale. Et le vote à 2 degrés permettait en fait de dissocier 2 moments dans l'élection, celui de la délibération et celui de l'autorisation. Les assemblées primaires ne faisaient que désigner des électeurs. Elles procédaient seulement en une sorte de légitimation originelle de la procédure représentative, mais les vrais choix étaient faits ailleurs, dans les assemblées électorales, celles du 2e degré, qui ne rassemblaient que je le rappelle, le 100e des citoyens actifs. De la même façon, le vote à 2 degrés permettait en fait de rendre compatibles les 2 théories du vote droit et du vote fonction. Le vote droit au 1er degré, le vote fonction au 2e degré. Le vote droit s'exerçait dans les assemblées primaires et c'est dans les assemblées proprement électorales que s'exerçait le second. Un Barnave conciliait de cette façon son acceptation d'un droit de suffrage très ouvert à la base avec sa préoccupation de contrôle social et politique. Il disait « S'il existe un droit individuel parmi les droits politiques dans notre Constitution, ce droit est celui du citoyen actif. Vos comités ne vous ont pas proposé d'y toucher, mais la fonction d'électeur, c'est pour tous que chacun l'exerce. Elle est donc une fonction. » L'attention avait par ailleurs été beaucoup plus focalisée en France sur les conditions d'éligibilité des représentants par les électeurs du 2e degré que sur le système même des 2 degrés. Et c'est même sur ce point que s'était polarisée en 1789 l'attention, comme en a témoigné la vivacité du débat sur le marc d'argent. Le marc d'argent, c'était la condition de sens qui était mise à l'éligibilité, telle que l'avait envisagé initialement le comité de constitution. Et le débat sur ce sens avait alors concentré toutes les craintes de voir ressurgir le spectre de forme honnie de distinction entre les hommes. Il vient de se constituer en France un gouvernement aristocratique, s'était ainsi importé Camille Desmoulins, qui traduisait le sentiment de tous ceux qui redoutaient que le sens prévu conduise à constituer les éligibles en un groupe social refermé sur lui-même et ne mène à l'avènement d'une nouvelle aristocratie des riches. Y a-t-il autre chose dans ce plan qu'une aristocratie élective, qu'une aristocratie représentative, répétait à longueur de numéros le journal Les Révolutions de Paris. Cet affront fait à l'égalité paraissait d'autant plus insupportable que le système, répétait-on de tous côtés, aurait écarté de l'éligibilité, par exemple, un Mably ou un Rousseau. Et ce n'est donc pas tant l'éminence que la constitution de celle-ci par l'argent
que l'on avait récusées. La question générique du mécanisme sociologique de distinction à l'œuvre dans la nature même du processus représentatif avait alors été marquée et absorbée par cette question de l'éligibilité du deuxième degré. Et le débat sur le système représentatif et le droit de suffrage s'était de la sorte mené sur plusieurs scènes distinctes dans les premières années de la Révolution. Chacune avait sa logique propre, était sous-tendue par des intérêts, des passions ou des préjugés spécifiques. Il y avait la sphère des modes d'expression de l'égalité. Il y avait la sphère des formes de l'inclusion sociale. Il y avait les sphères de la production de la distinction légitime et celle des procédures techniques de l'organisation du vote. L'absence de candidature organisée et le système du vote à 2 degrés permettaient de superposer sans trop de contradictions apparentes les différentes logiques à l'œuvre et en opposition sur ces différentes scènes. D'où, fait significatif, la très faible attention alors portée pendant ces années au phénomène majeur de l'abstention. Je rappelle qu'en 1791, seulement 23% des électeurs de premier degré avaient voté. Et qu'en 1792, alors même que la vie civique est particulièrement active, seuls 10% des électeurs ont pris part au vote. Et cette question massive d'un taux d'abstention incroyable n'avait alors soulevé aucune inquiétude, comme si l'important avait alors plus résidé dans la détention du droit que dans son exercice. Des centaines de pages du Moniteur ont ainsi été consacrées à retracer les débats sur le droit de suffrage, alors qu'en 10 ans, on n'y trouve qu'un seul article consacré à analyser, on n'employait pas le mot abstention, mais la pénurie des votants. Un seul article en 10 ans. Le suffrage à 2 degrés a dissocié dans l'idée de choix ce qui relevait en fait d'une participation-légitimation et ce qui constituait la décision véritable et finale. Il a ainsi permis de concilier l'universalité de l'implication politique avec la détention du pouvoir final de décision par une minorité supposée éclairée. En effet, face aux 4,5 millions de citoyens actifs en 1791, les électeurs formaient un groupe restreint de 45 000 personnes, qui constituait presque, d'une certaine manière, l'amorce d'une classe politique. En l'an 3, en 1795, la différence est encore plus grande, puisque 6 millions d'électeurs pouvaient participer aux assemblées primaires, alors que le nombre d'électeurs de deuxième degré était, lui, réduit à moins de 30 000 individus. Et en 1800, avec la Constitution de l'an 8 et son système de liste de notabilité, l'écart atteindra son paroxysme. La forme électorale, pendant toute cette période révolutionnaire, a ainsi masqué les ambiguïtés de fond en matière de droit de suffrage et de nature du système représentatif, jusqu'à rendre possible sous l'Empire l'idée d'un suffrage universel sans démocratie. Ces équivoques sur le suffrage et la représentation n'ont évidemment pas seulement été d'ordre intellectuel pendant les premières années de la Révolution française. Elles ont aussi participé d'une histoire sociale et politique. Ces équivoques ont ainsi servi à dissimuler ou à réduire des désenchantements, à canaliser les tensions, à maintenir vivantes aussi des espérances. La distinction d'une souveraineté principe, le peuple est la source du pouvoir, comme on dit aux États-Unis, relativement passive, aucunement inscrite dans une perspective de gouvernement populaire, et la vision plus audacieuse d'une souveraineté-exercice a été ainsi beaucoup moins clairement effectuée en France qu'elle ne l'avait été aux États-Unis. Et l'emploi du terme de démocratie représentative, acclimaté, lui, en France dès 1793, recouvrira, telle une formule magique, les équivoques et les impensés de la vision politique et constitutionnelle française, et participera de cette dissimulation. Le fait est que l'entretien de l'indétermination démocratique a été socialement et politiquement presque nécessaire en France, alors qu'elle avait été levée plus directement et plus brutalement outre-Atlantique, même si outre-Atlantique, il ne faut pas négliger la profondeur de certaines oppositions qui s'étaient alors manifestées, j'en dirai 2 mots tout à l'heure. On peut globalement dire que le modèle madisonien s'est clairement formulé et s'est pratiquement imposé dans l'Amérique de la période qui a suivi 1787, alors qu'en France, il s'est présenté sous une forme instable et masquée.
Il faudra en fait attendre la Constitution de l'an 8 pour que ce modèle madisonien soit franchement revendiqué en France après 10 ans de flottement constitutionnel. Roederer, un des deux pères de la Constitution de 1791, ira même jusqu'à dire qu'avant cette date, il n'y avait pas eu en France de système politique qu'on pût considérer comme véritablement représentatif. On n'hésitera pas alors à revendiquer en France l'expression d'aristocratie élective. Madame de Staël avait été la première à inviter en l'an 6 les républicains à repenser les fondements du système représentatif en levant les équivoques précédentes. Il faut qu'ils adoptent quelques-unes des idées de l'aristocratie pour établir solidement les institutions populaires, avait-elle alors lancé. Cet état d'esprit était dans l'air du temps. Il n'est donc pas étonnant que Sieyès ait proposé en l'an 8, au moment où était discuté le nouveau projet de constitution, un système de liste de notabilité élue à différents degrés et inscrite dans un système pyramidal, qui avait pour fonction, ces listes, de réguler l'ensemble du dispositif électoral. Sieyès entendait ainsi clairement diviser la nation en parties gouvernantes et en parties gouvernées, permettant de mettre en pratique le principe selon lequel l'autorité vient d'en haut et la confiance vient d'en bas. Le mécanisme était complexe, mais l'objectif était simple. Hors l'élite représentative, résumait Sieyès, nul n'a le droit de représenter, nul n'a le droit de parler au nom du peuple. Cette formulation était un signe des temps. Elle a fermé d'une certaine manière l'histoire ouverte 10 ans plus tôt. Celui qui affirmait en 1789 avoir achevé la science politique ne voyait désormais de salut que dans la dévolution du pouvoir à une élite politique. L'indétermination démocratique était levée au prix d'une réduction de la visée de cette dernière. Fait significatif, c'est un autre grand nom des rédacteurs de la Constitution de 1791 à qui il reviendra d'avoir qualifié de la façon la plus saisissante, c'est Roederer, le nouveau régime comme une aristocratie élective, et d'avoir qu'il considérait que c'était enfin la façon d'avoir trouvé la démocratie représentative que nombre de révolutionnaires avaient appelée de leur vœu en 1793. L'aristocratie élective dont Rousseau a parlé il y a 50 ans, avait-il alors écrit, car Rousseau emploie effectivement cette expression dans le contrat social, est aujourd'hui ce que nous appelons démocratie représentative. Que signifie le mot élective joint au mot aristocratie, poursuivait-il? Il signifie que ce petit nombre de sages qui sont appelés à gouverner ne tiennent leur droit que du choix et de la confiance de leurs citoyens. En un mot, d'une élection entièrement libre et dégagée de conditions de naissance. Eh bien, n'est-ce pas justement ce que signifie le mot démocratie, joint à celui de représentative? Aristocratie élective, démocratie représentative sont donc une seule et même chose, concluait-il. La Constitution de l'an 8 représentait de cette façon, pour Roederer, Sieyès, l'aboutissement indissociablement intellectuel et politique de l'expérience révolutionnaire. Celle-ci trouvait enfin la formule du nouveau régime auquel la science politique aspirait. La nouvelle Constitution, disait Sieyès alors, remplit seule entre les systèmes connus les conditions requises pour constituer une représentation nationale et offre les premières idées qu'on ait eues jusqu'à présent d'un vrai système représentatif, exempt et des horreurs de la démagogie et des oppressions de l'aristocratie. La nouvelle génération intellectuelle qui s'affirme à ce moment charnière est celle des idéologues. Les idéologues, ceux qui écrivent dans la décade philosophique, littéraire et politique, Jean-Baptiste Say, Destutt Tracy, Mène de Biran, les grands médecins comme Cabanis, Brousset, Vicq d'Azir, et tous défendront ces institutions en disant, c'est un mot de Cabanis, qu'elles ont enfin trouvé la formule d'une bonne démocratie. Dans le vrai système représentatif, dira Cabanis, tout se fait au nom du peuple et pour le peuple, rien ne se fait par lui. Il est la source sacrée de tous les pouvoirs, mais il n'en exerce aucun. On peut dire que le rationalisme politique à la française trouvait avec cette formule de l'élection aristocratique sa formule définitive. Ce moment madisonien sera aussi bref que le consulat, mais il aura défini une vision de la démocratie dont les effets marqueront tout le XIXe siècle, des libéraux aux républicains.
C'est en effet la deuxième étape après ce moment madisonien qui ne s'affirme qu'en l'an 8 en France. Après ce moment madisonien, ce sera l'histoire du libéralisme capacitaire qui va poursuivre et tracer la voie jusqu'à ces théories plus contemporaines de la démocratie minimale. Puisque les institutions de l'an 8 ont fait long feu, avec la Restauration, le projet de constituer une aristocratie élective était donc à reconstruire, dans le cadre donc d'une monarchie constitutionnelle. Mais ce cadre n'affectait guère, au moins globalement, les données du problème, qui restait pour partie d'édifier cette aristocratie élective. Et c'est le libéralisme doctrinaire qui entreprendra de s'atteler à la redéfinition des termes de la résolution du problème et qui essaiera de lui donner de nouvelles institutions. L'originalité de ce libéralisme est d'avoir, pour la première fois, proposé une analyse des oscillations politiques de la période révolutionnaire, en les comprenant justement comme l'indétermination des catégories autour desquelles s'étaient organisés tous les débats et les institutions. Alors que les constituants de 89, aussi bien que les thermidoriens, avaient été immergés dans ces indéterminations sans jamais en déchiffrer pleinement les termes. Ces libéraux, eux, vont proposer la première théorisation. Et la clôture de la Révolution, le terme est sous toutes les lèvres pendant la période, il était d'ailleurs depuis 1789, la clôture de la Révolution impliquait pour eux d'en redéfinir les fondements positifs et donc de reprendre à la racine les questions de la représentation et de la souveraineté. Les constituants et les thermidoriens, jugeaient-ils, n'avaient d'abord pas su distinguer et articuler clairement les dimensions libérales et démocratiques de la notion de souveraineté de la nation. Si celle-ci peut conduire à postuler l'existence d'un lieu vide et inappropriable du pouvoir, l'écart à la notion de souveraineté du peuple n'était en effet, selon eux, jamais bien élaboré. Et parallèlement, le concept de représentation n'était jamais construit de façon opératoire, oscillant entre une approche traditionnelle de la représentation des intérêts ou des situations particulières et une conception constructiviste de la formation de l'intérêt général, la théorie de l'organe, disons, dans laquelle le Parlement était l'instrument qui donnait vie et forme à la totalité sociale. Dans les deux cas, il décelait un même type de rapport ambigu à Rousseau. Et pour dénouer ces équivoques, ces libéraux doctrinaires voudront, quant à eux, rompre franchement avec ces indéterminations. À l'absolutisation de la volonté, ils opposeront d'abord l'ordre de la raison. À l'univers subjectif des droits individuels, ils suggéreront de substituer un nouveau monde régi par un savoir objectif. Ils ouvriront ensuite une troisième voie pour concevoir la représentation au-delà de la distinction entre figuration et délégation. Et ils proposeront enfin de conjurer le spectre d'un pouvoir du nombre par une redéfinition que l'on peut qualifier de sociétale de la démocratie. La représentation d'abord comme au-delà de la distinction entre figuration et délégation. L'œuvre de reconceptualisation qu'ils ont menée sur ce point s'est d'abord organisée autour d'une redéfinition des principes centraux du gouvernement représentatif. Alors que les constituants français n'arrivaient pas à sortir de l'alternative conceptualisation philosophique du gouvernement représentatif comme alternative à la démocratie d'une part et approche pratique de la représentation comme substitut technique à une impossible démocratie directe d'autre part, ces libéraux vont trancher. Pour mettre à distance cette démocratie pure qu'ils rejetaient, comme leurs prédécesseurs, ils ne se contenteront pas de l'opposer de façon incantatoire au gouvernement représentatif, comme l'avaient fait Sieyès, Roeder ou les pères fondateurs américains. Ils considéreront que c'étaient les termes mêmes de cette opposition qui n'étaient pas correctement établis, conduisant à un brouillage et à un retournement permanent des concepts. Ils proposeront pour cela d'écarter franchement le spectre du pouvoir populaire par une redéfinition du concept même de représentation. C'est le mot de représentation qui, mal compris, a brouillé toute chose, dira celui qui était le père fondateur des doctrinaires, Royer-Collard. Ce diagnostic était au fondement de leur analyse. Ils rompront pour cela avec les analyses antérieures qui comprendront
qui comprenait la représentation comme une technologie politique ou comme un rapport sociologique. Comment vont-ils redéfinir la représentation? La représentation, elle a été en fait une métaphore, disent-ils. Le but de la représentation, c'est en fait de comprendre qu'elle se définit dans deux directions. On peut dire d'abord qu'il y a la dimension archaïque des approches procédurales qui doivent attirer l'attention sur ce qui est devenu maintenant l'essentiel, le caractère de plus en plus informationnel que revêtent les rapports entre le pouvoir et la société. Et c'est le point fondamental. Ces libéraux doctrinaires ont suggéré de recomprendre la nature du gouvernement représentatif à partir d'une réflexion sur la publicité. Mais ils ont aussi interprété la représentation comme un processus cognitif et non pas simplement mécanique. Dans les deux perspectives, le rapport considéré comme naturel entre la représentation et l'élection sont trouvés complètement remis en cause, ouvrant la voie à une dissociation des deux notions. Dissociation jugée fondamentale pour désamorcer les revendications alors très fortes d'élargissement du suffrage et de relativiser la portée des restrictions impliquées par le système censitaire. Le rapprochement de la publicité et de la représentation, la confusion des deux termes, n'avait en fait rien d'inédit au XIXe siècle. C'était déjà un grand topos politique du XVIIIe, mis en avant notamment dans les milieux physiocratiques. Milieux physiocratiques qui pensaient que la discussion entre gens éclairés, d'où germe la raison, suffisait à produire les conditions de la liberté, aussi bien qu'à définir l'intérêt général. Que signifie ce nom de représentation? Demandait par exemple Suard. Qu'est-ce que des représentants peuvent représenter sinon l'opinion publique? Que les débats naissent donc et qu'ils durent tant que cette opinion est incertaine. On ne se divise en partis ni à la vue d'une partie d'échecs, ni à la lecture de deux solutions du même problème de géométrie. Et Louis-Sébastien Mercier, dans son livre L'an de 1440, avait repris le même thème en disant « Mais les États généraux que nous avons perdus sont remplacés maintenant par cette foule de citoyens qui parlent, qui écrivent, et c'est eux qui défendent au despotisme, continuait-il, d'altérer la constitution ancienne des Français. » Ce parallèle entre opinion et représentation sera aussi souvent suggéré pendant la Révolution française. Il sera même théorisé par un Brissot dans les milieux du cercle social. Pour ce dernier, la presse participait ainsi de la mise en forme de la volonté générale, à la façon de ces multiples touches de couleurs qui finissent par composer sur la toile une forme reconnaissable. La presse était même, à ses yeux, je cite Brissot, le seul moyen d'organiser la volonté générale. Dans ce même groupe du cercle social, un Lanthenat, qui est aussi un des théoriciens de ce rôle nouveau de la presse, rôle nouveau au sens où la presse n'est plus simplement comprise comme une liberté individuelle, mais la presse est comprise comme un moyen de gouvernement. Il appellera à substituer la notion de sentiment général de la nation au concept de volonté générale. Il sera très fréquent pendant la Révolution de voir les députés et les journalistes s'apostropher sur cette base, les journalistes considérant qu'ils étaient au quotidien l'œil et la voix du peuple et donc de beaucoup plus fidèles représentants que des élus qui n'étaient soumis qu'à une épreuve beaucoup plus sporadique de vérification de leur qualité, celle de l'élection. Ce sera notamment un thème permanent chez Marat, et ce sera un thème très permanent aussi chez Camille Desmoulins. Guizot et les doctrinaires reprendront cette distinction en la radicalisant. Alors que l'opinion et la représentation restaient tout de même compris dans leur tension pendant la Révolution, ils proposeront de les fondre totalement. Où la publicité manque, dira Guizot, il peut y avoir des élections, des assemblées, des délibérations, mais les peuples n'y croient pas et ils ont raison. Il pourra ainsi souligner, dans son grand cours sur le gouvernement représentatif, 1820-1821, que la publicité est le caractère le plus essentiel du gouvernement représentatif. Cette célébration de la publicité est alors très neuve, et c'est elle qui fera dire à Habermas que ce sont ces articles, ces écrits, qui avaient donné la première formulation du règne de l'opinion publique. C'est ce qu'il expliquait dans sa thèse sur l'espace public.
Les doctrinaires voulaient, en affirmant ce rôle neuf de la publicité, ils voulaient en quelque sorte, au premier chef, archaïser la procédure électorale, espérant du même coup faire perdre de leur substance aux revendications d'élargissement du suffrage ou d'amélioration de ces modes d'élection. La dissociation de l'élection et de la représentation, qui était à l'œuvre dans la compréhension extensive de cette dernière, conduisait d'abord à dépasser une certaine contradiction technique des gouvernements modernes, qui, d'un côté, aspirent à se conformer à la raison, mais qui emploient des procédures qui favorisent l'éclosion des passions. L'élection, écrivait en ce sens Guizot, est de par sa nature un acte brusque et peu susceptible de délibération. À l'inverse, la publicité entretient des flux permanents de communication entre l'opinion et le gouvernement. Dans cette optique de communication politique, les mécanismes électifs ne jouent donc qu'un rôle finalement secondaire. Ce n'est pas en tant que moyen d'expression des volontés qu'ils comptent, ils n'ont de sens qu'encastrés dans un ensemble beaucoup plus vaste de circulation des idées et des opinions. Les élections n'étaient ainsi qu'un moment dans un processus continu de représentation. La représentation était un processus, la représentation n'était pas simplement un moment. D'où l'importance très grande donnée par ces libéraux de concevoir la liberté de la presse comme une liberté publique et non pas comme un droit de l'homme. D'en faire, selon une expression fameuse qu'on avait déjà vue pendant la Révolution, mais qui sera systématisée, un moyen de gouvernement. Pour essentiel qu'il soit, les mécanismes centraux sur lesquels s'appuie le gouvernement représentatif, le système des chambres, la publicité du pouvoir, ne sauraient donc, pour eux, en contenir toute la signification. La vie et les besoins de la société doivent s'insérer dans un travail beaucoup plus capillarisé de la représentation. La publicité substitue en fin de compte une conception interactive à une approche mécanique des rapports entre société et gouvernement, substitue une vision de la permanence là où il n'y a qu'une vision de l'intermittence. Et elle élargit donc la notion de représentation à celle de communication politique. Et la publicité, notait Guizot, opère, c'est un mot qui est très fréquent à l'époque, un travail de révélation réciproque du pouvoir et du public. En superposant dans le principe de publicité une liberté à un moyen de gouvernement, ils apportaient une réponse aux apories de la culture politique révolutionnaire. Toutes les restrictions apportées au droit de suffrage se trouvaient aussi de la sorte relativisées. Avec l'entrée dans l'âge de la publicité, la fonction sociale de l'élection pouvait à leurs yeux décliner sans dommage. Il y avait donc ce mélange, une pensée incontestablement novatrice du politique qui se liait à une vision conservatrice, celle du maintien à tout prix du suffrage censitaire. Ces libéraux doctrinaires proposeront ensuite de sortir de l'aporie révolutionnaire en faisant du concept de souveraineté de la raison la clé de voûte de leur nouvelle philosophie du politique. Ils avaient en effet constaté l'impasse dans laquelle avaient conduit les simples projets de limitation de cette souveraineté à la fin de la Révolution. Face au danger de ré total, ré trait d'union total, c'est une expression de Sieyès, qui constituait après Thermidor l'arrière-fond de toute réflexion politique, les hommes du Directoire avaient en effet d'abord exploré la voie d'une limitation pratique de cette puissance. Benjamin Constant commencera d'ailleurs significativement à construire son œuvre autour de ce thème. Après avoir d'abord affirmé que la souveraineté du peuple ne pouvait être contestée, mais qu'elle devait être en même temps limitée, l'auteur d'Adolphe ne verra d'autre solution pour sortir de cette aporie que dans la destruction même de la notion de souveraineté. Il reprochera à la Révolution de s'être contentée d'en opérer la translation. Il écrivait alors « C'est contre l'arme et non contre le bras qu'il faut sévir. Il y a des masses trop pesantes pour la main des hommes. Leur courroux, poursuivait-il, c'est diriger contre les possesseurs du pouvoir et non contre le pouvoir lui-même. Au lieu de détruire ce pouvoir, ils n'ont songé qu'à le déplacer. C'était un fléau, ils l'ont considéré comme une conquête. » Ces mots de Benjamin Constant permettaient d'aboutir à une négation de la notion même de souveraineté, renvoyant souveraineté du peuple
et souveraineté de droit divin à une même détestation. Rayon de notre vocabulaire le mot de souveraineté proprement dite, écrira-t-il. Mais comment opérer cette soustraction? Constant restait sur ce point silencieux. Et ce sont les doctrinaires qui vont apporter une réponse à la question ainsi posée. Il n'y a rien de plus difficile que de bien se dégager de la souveraineté du peuple, notait Royer-Collard. Elle reste dans l'esprit de ceux qui la combattent. Elle est implicitement reconnue par tous ceux qui ne savent en sortir que par le pouvoir absolu ou le privilège. Et faute de pouvoir ôter des têtes l'idée même de souveraineté, inséparable à leurs yeux d'une certaine illusion des hommes sur leur capacité à pouvoir régenter le monde, ces libéraux doctrinaires proposeront de l'établir comme une propriété de la raison. La souveraineté gardait un titulaire, mais un titulaire insaisissable, dont personne ne pouvait directement se prétendre l'interprète. Mais elle pouvait, en revanche, cette souveraineté de la raison, insaisissable, prendre forme dans l'organisation d'un processus social d'ordre cognitif. Pour le mettre en œuvre, il fallait donc s'attacher à recueillir et à concentrer toute la raison qui existe dans la société, à extraire, je cite un mot célèbre de Guizot, à extraire de la société tout ce qu'elle possède de raison et de vérité pour les appliquer au gouvernement. Cette opération cognitive était évidemment indissociable d'un travail de type sociologique, puisque ce sont toujours in fine des hommes qui pensent le monde. Et c'est pour cela que c'est le thème sociologique des capacités qui va prolonger l'approche doctrinaire de la souveraineté de la raison. La capacité établissait pour eux un point de rencontre entre l'ordre de la raison impersonnelle et l'ordre de l'action humaine. Elle abolissait la distance entre droit naturel et droit positif et résolvait leur antagonisme dans un processus cognitif. Cette notion de capacité était donc la pierre angulaire de toute leur philosophie politique de la souveraineté. Concentrer la raison et sélectionner des capacités constituaient pour les doctrinaires les deux phases d'une même entreprise, indissociablement cognitive et sociologique. Et c'est sur ce mode qu'ils retrouveront, mais sur un biais particulier, l'idée d'aristocratie élective. Mais comment déterminer une procédure de détection de l'éminence dès lors que l'on repousse à la fois, comme il le faisait, l'institution sociale des différences, le privilège, et une sélection jugée incertaine par le suffrage universel? L'idée doctrinaire de capacité a cherché à ouvrir cette voie en faisant se superposer une qualité sociale, la capacité d'agir selon la raison, et une aptitude à la discerner, la capacité simultanée de reconnaître la raison. C'était suggérer qu'il puisse exister un intermédiaire procédural entre l'élection et l'examen. L'examen promet un mode de sélection et de jugement objectif. Appliqué à la politique, il présupposerait que les intérêts et les situations puissent constituer un objet de connaissance sociale et politique, afin, par cela, de légitimer le commandement de ceux qui maîtrisent cette même connaissance. Mais d'où alors un problème de circularité? C'est celui qui fonde la norme qui exerce le pouvoir. L'élection, quant à elle, procède à un choix qui présente une caractéristique opposée. Elle laisse indéterminés les critères d'évaluation des personnes. À la limite, chaque électeur peut utiliser ses critères personnels, l'élection apparaissant comme une résultante mécanique, non rationalisée et non explicitée d'une multiplicité d'échelles de valeurs et systèmes de préférence. L'élection permet en d'autres termes de laisser ouverte la question des facteurs de choix. Elle peut donc, en conséquence, s'accommoder d'une participation aussi large que possible, et elle le doit même, pour fonder sa légitimité. La fonction épistémologique première du suffrage universel est ainsi d'affirmer une certaine indifférence morale et une neutralité cognitive comme fondement de la paix sociale, c'est-à-dire de la reconnaissance par tous de l'égalité comme base du contrat. Mais cette approche n'est évidemment acceptable que si la politique n'est pas une science, ou si du moins l'on reconnaît que les valeurs et les intérêts ne peuvent être constitués en objet de connaissance. Sinon, c'est l'examen ou le concours qui seront des procédures plus adaptées à la sélection, l'éminence ou la capacité étant évaluée à travers une chaîne de reconnaissance de ces qualités régulées par les corps savants institués. Et c'est justement
dans cet entre-deux que se sont situés les doctrinaires. Ils ont essayé de mêler des procédures de l'élection avec des procédures de l'examen. Ces procédures de l'examen étant la reconnaissance qu'un certain nombre de diplômes ou qu'un certain nombre de professions constituaient des éléments de capacité, avec toujours les problèmes qui resteront très difficiles de définir les critères acceptables par tous. Et c'est ce qui fera de la monarchie de Juillet un colosse au pied d'argile, car l'avantage procédural du suffrage universel est justement qu'il met fin aux discussions sur les critères de sélection. Alors quand les critères de sélection sont ceux d'un examen ou d'un concours, ils peuvent toujours faire l'objet d'une discussion. Mais c'est d'une autre façon encore qu'ils ont proposé de sortir des apories de la Révolution par une définition sociétale de la démocratie. Pour conjurer le spectre du nombre tout en résolvant les apories du régime moderne, ces libéraux mettront enfin l'accent sur la démocratie comme État social, anticipant sur ce point les analyses de Tocqueville. Rémusat, l'un de ces libéraux doctrinaires, opposait ainsi fortement la bonne démocratie, disait-il, qui envahit la société, celle dont l'égalité est le symbole, au mot démocratie pris dans sa mauvaise acception, c'est-à-dire assimilé au pouvoir populaire. Rappelant ces débats des années 1820-1830, il insistera sur la rupture intellectuelle que lui et ses amis avaient alors exprimée en dissociant dans l'analyse l'ordre politique et l'ordre social. L'égalité des droits, c'est le vrai nom de la démocratie, martèlera-t-il en permanence. Cette distinction permettait de ne plus confondre négativement la démocratie avec la délibération de la multitude. La démocratie, elle est dans l'ordre social. C'est là le résultat le plus certain, le plus éclatant de la Révolution. La démocratie moderne, poursuivront-ils, n'est pas vouée à la politique. Elle n'aspire pas au pouvoir, elle n'aspire pas à se gouverner elle-même, elle veut intervenir dans le gouvernement autant qu'il est nécessaire pour qu'elle soit bien gouvernée et qu'elle puisse, en toute sécurité, vaquer à la vie domestique et aux affaires privées. La démocratie sociétale pouvait ainsi régir la société civile et le principe des capacités, de son côté, organiser la société politique. Alors que cette démocratie sociétale correspondait à un âge développé de la civilisation, disait-il, la démocratie politique était une étape primitive des sociétés. Il retrouvait sur ce plan-là Sieyès et sa théorie de la division du travail. Ils ont longuement insisté sur ce point et ça fera plusieurs des chapitres les plus fondamentaux de l'histoire des origines du gouvernement représentatif de Guizot. Quand il étudiait les institutions anglaises du Moyen-Âge, il soulignait par exemple que la pratique des élections par acclamation populaire ou la tenue des assemblées de chevaliers ne préfigurait en rien le monde moderne et qu'elle ne constituait que des archaïsmes traduisant une incapacité à délibérer rationnellement et à choisir selon des critères établis. C'est ce qui fera d'ailleurs que tout au long du XIXe siècle, la question de l'histoire de la démocratie sera centrale. La démocratie avait-elle une origine lointaine? La démocratie commençait-elle avec les libertés médiévales? La démocratie commençait-elle avec l'histoire des cités italiennes? Ou la démocratie moderne était-elle une rupture avec cette histoire? Il y aura un conflit historiographique qui sera bien sûr aussi un grand conflit politique. Des auteurs comme Guizot proposaient ainsi de donner un fondement historique établi à la distinction du vieux et du neuf dans le mouvement de constitution de la modernité politique. Ce qui permettait de lire dans le dictionnaire de l'Académie française, dans son édition de 1835, au mot démocratie, cette définition très simple, la démocratie est dans les mœurs. Et les doctrinaires se distinguaient de Tocqueville sur un point essentiel. Tocqueville est celui qui avouera plus tard avoir suivi les cours de Guizot en 1828 sur l'origine de la civilisation en Europe. Ces cours dans lesquels il thématisera justement l'archaïsme de cette prétendue préhistoire de la démocratie. Et ces cours dans lesquels il commencera à faire la théorie sociétale de la démocratie. Et on sait dans des lettres à Beaumont que Tocqueville avouera que ce sont ces cours qui lui ont donné la conceptualisation qui lui a permis de comprendre le monde américain. Mais en même temps,
Ce qui est caractéristique de l'analyse de Tocqueville, c'est que Tocqueville montre qu'en Amérique, il est très difficile de dissocier la dimension sociétale de la démocratie et sa dimension politique. Il y a d'un côté la démocratie constituant de l'État social et de l'autre côté le principe de la souveraineté du peuple comme constituant le droit politique qui ne se sépare pas. Et c'est ce que lui reprocheront d'ailleurs dans les premières recensions de la démocratie en Amérique ces libéraux. Ils lui reprocheront de ne pas avoir séparé ces deux notions et d'avoir accepté de considérer que la démocratie était mouvante. Au contraire, maintenant on analysera, je dirais, l'originalité de Tocqueville pour avoir été capable de montrer justement ce caractère mouvant de la démocratie américaine. Cette représentation comme agir communicationnel, la théorie de la souveraineté de la raison, la démocratie comme État social, toutes les constructions des doctrinaires ont été marquées par l'obsession de conjurer le pouvoir du nombre. Ils ont cherché à s'en débarrasser en se faisant les champions du suffrage censitaire et non pas en redéfinir les conditions d'exercice et le cadre. Le paradoxe est qu'ils se sont en même temps fait les pourfendeurs décidés du vote à 2 degrés, parce qu'ils ont dénoncé la fiction démocratique, ils ont dénoncé la tromperie qui le constituait. L'élection à 2 degrés, inventée pour donner aux masses une participation aux élections politiques, notait ainsi Rémusat, était un artifice destiné à rendre praticable et illusoire quelque chose qui se rapprocha du suffrage universel. Une forme à la fois démocratique et mensongère qui pouvait servir à masquer la prédominance des minorités et à tromper la multitude par une apparence populaire. Tout en réduisant le nombre des électeurs, avec le suffrage censitaire, ils avaient ainsi entendu mettre en place une élection véridique. Il vaut mieux, avait dit Benjamin Constant à l'époque, accorder à 100 000 hommes une participation directe, active, réelle, à la nomination des mandataires du peuple, que de conserver à 4 millions une participation indirecte, inactive, chimérique, et qui se borne toujours à une vaine cérémonie. Donc ce qui fait l'originalité de leur position, c'est qu'ils ont été à la fois les artisans d'une redéfinition du régime représentatif, mais dans une volonté de démasquer en quelque sorte les tentatives pendant la période révolutionnaire d'organiser une fiction démocratique. Et dans ce débat qui sera mené notamment au moment des différentes lois sur le vote et l'élection sous les deux restaurations, ils s'accrocheront en permanence aux légitimistes. Les légitimistes plaidaient en effet à l'époque pour le suffrage universel, ou quasi universel, mais avec 2 degrés. Donc il y avait l'opposition entre, d'un côté, je dirais, cette démocratie masquée, et de l'autre, ce règne de l'aristocratie élective tout à fait ouvert. Et nous verrons dans la séance suivante, justement, comment ce rapport entre la critique de la fiction et la mise en lumière réaliste de cette aristocratie élective a poursuivi son chemin de façon qui sera dorénavant beaucoup plus masquée qu'ouverte, car s'il y a un mérite que l'on peut reconnaître à ces libéraux, c'est de ne pas avoir masqué ce qu'étaient leurs intentions et de ne pas avoir cherché à définir une nouvelle fiction, mais au contraire, comme le dira à propos de la social-démocratie Bernstein, ils ont osé dire ce qu'ils étaient. Et plus tard, nous verrons que dans l'histoire politique de l'Europe, il sera beaucoup moins fréquent d'oser dire ce que l'on est et que l'aristocratie représentative et la démocratie oligarchique, disons, prendra des formes à nouveau beaucoup plus masquées. Donc nous continuerons cela dans quelques minutes.